Monsieur Frédéric Leprêtre, bonjour. Merci Bonjour. beaucoup d'être parmi nous. Vous dirigez la formation professionnelle à la région Hauts-de-France. Vous nous direz dans votre exposé quelles sont les compétences exactes de la région en termes de formation. Nous savons qu'elles sont importantes. Nous savons que vous êtes un acteur majeur de la formation professionnelle. La question de l'emploi occupe une place primordiale dans le projet qui nous préoccupe ici aujourd'hui. Le port de Dunkerque projette la création de pas moins de 16 000 emplois, principalement dans la région Hauts-de-France. La région est-elle prête? C'est une question que nous nous posons. Est-ce que vous avez déjà pensé à qui va alimenter ces métiers? Est-ce que ce sera des jeunes scolarisés, des personnes en emploi, des demandeurs d'emploi? Est-ce que votre offre de formation actuelle correspond à ces défis? Est-ce qu'il va falloir la modifier? Avec qui vous collaborez? Vous réfléchissez aussi dans quelle temporalité? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est trop tard? Voilà, ce sont à peu près ces questions-là que nous nous posons aujourd'hui et sur lesquelles un éclairage de la région est très important pour nous. Merci. Merci beaucoup de donner la parole à la région sur cette thématique de l'emploi et de la formation, sur un sujet qui est un sujet particulier, qui est celui du port du Dunkerque, mais qui globalement concerne la région dans son ensemble. Vous évoquiez dans vos propos le fait que vous me posiez la question de savoir si la région était prête et si c'était une thématique que la région soutenait. Et bien entendu, la réponse globalement est, vous vous en doutez, oui, hein, bien entendu. Et pour illustrer ce propos et pour introduire ce débat, si vous le voulez bien, je vais vous présenter justement ce que la région... comment la région pilote cette politique articulée d'emploi, d'économie et de formation pour ensuite zoomer sur la question de Dunkerque en particulier. Comme ça sera une approche un petit peu concentrique qui me permettra d'étayer mon propos. Alors, tout d'abord, moi je souhaite rappeler ici que la région est compétente dans un certain nombre de domaines. Elle est compétente notamment dans le domaine du développement économique. Elle est compétente dans le domaine de la formation professionnelle, et je reviendrai tout à l'heure sur ce que l'on entend par professionnel, et pas seulement sur la formation permanente, bien entendu, et elle est également d'ailleurs compétente sur les ports, elle a une partie des compétences sur les ports. Donc ça fait quand même un faisceau convergent d'éléments qui font que ce projet en particulier se trouve à la convergence de toutes ces approches. Alors, comment aborder les choses? Tout d'abord, vous dire que le mandat du président Xavier Bertrand est centré sur le travail. C'était sa thématique de campagne, et c'est depuis que le nouvel exécutif travaille en région depuis cette nouvelle mandature, eh bien, cette question du travail et de l'emploi est centrale. Il n'y a rien qui se fait au niveau de la région qui n'est questionné sous l'angle de l'emploi. Et comme parallèlement, on a tous conscience que cette question de l'emploi passe nécessairement par une question autour de la qualification, c'est également un enjeu primordial pour la région. Sans faire de défaitisme outre mesure, nous sommes la région Hauts-de-France, qui a la plus grande marge de manœuvre et la plus grande marge de progrès pour augmenter le niveau de qualification de ses actifs en général et de ses futurs actifs d'ailleurs. Donc, c'est une autre manière de dire que nous avons un certain nombre d'indicateurs qui ne sont pas bons sur ces éléments-là. Donc, nous avons une volonté de faire en sorte que ce développement économique que la région souhaite passe par le développement de la formation et profite au plus grand nombre de personnes de la région. Une fois qu'on a posé ce principe-là, eh bien, on a engagé depuis le début du mandat d'abord des éléments un peu structurants, stratégiques. Et puis, ces éléments stratégiques se déclinent en actions complètement opérationnelles, soit avec des branches professionnelles, soit directement avec des entreprises ou avec des entrées territoriales ou des entrées thématiques. Et là, vous voyez bien que dans mon propos, on arrive déjà à voir comment nous pourrions aborder, et nous pourrons, et nous voulons aborder la question de la thématique du port de Dunkerque. Alors, ces éléments stratégiques ont été posés. Aujourd'hui, il y en a deux principalement. C'est le contrat de plan régional de développement de la formation
et de l'orientation professionnelle. Donc c'est un document qui a été élaboré de manière très partenariale. Donc les signataires de ce contrat de plan sont d'abord l'État, mais également les autorités académiques. Je dis bien les autorités académiques, puisqu'il n'y a pas que l'éducation nationale qui est concernée en termes de délivrance de diplômes. Et puisque c'était aussi une volonté à la fois de la vice-présidente Karine Charbonnier et du président, sont également signataires de ce contrat de plan les organisations syndicales, puisqu'on voit bien qu'on est maintenant dans une gouvernance quadripartite, État, région, partenaires sociaux, sur ces questions autour de la formation professionnelle. Donc, ce contrat de plan a été élaboré en 2016 et signé tout début 2017, et maintenant, il s'applique concrètement, et tout ce que nous faisons en matière de formation professionnelle est éclairé de ces orientations stratégiques. Parallèlement à cet exercice stratégique autour de la formation professionnelle, nous avons à peu près dans le même pas de temps décliné un autre schéma qui est celui du schéma de développement régional de l'économie, de l'innovation et de l'internationalisation, c'est-à-dire comment la région va se mobiliser avec ses partenaires pour contribuer à ce développement économique. Et vous voyez bien sur la représentation qui en est faite à l'écran actuellement que ces deux documents, alors vous en voyez trois en fait, mais il y en a un qui est divisé en deux parce que sur la partie formation professionnelle, il y a une entrée sur le volet sanitaire et social qui est une particularité qui nous concerne peut-être un petit peu moins aujourd'hui dans le débat, mais qui est néanmoins extrêmement important pour la région en tant que telle. Hein, mais c'est pour ça que je me centrerai aujourd'hui uniquement sur la question du schéma de développement économique et celui de développement de la formation professionnelle. Ces deux documents-là n'ont pas vocation à rester quelque part sur une étagère à côté de ceux qui avaient été élaborés précédemment sur le même sujet, mais ils ont vocation à se décliner territorialement et se décliner en partant des besoins de toutes les entreprises. Donc on est bien dans une logique de mise en convergence des politiques régionales dans le domaine de la formation et de l'emploi. Et c'est pour cela que nous travaillons actuellement dans un pas de temps qui est extrêmement contraint, puisque nous souhaitons décliner ces deux exercices conjointement à travers des contrats de branche et terminer cette déclinaison au plus tard à la fin de l'année ou en tout début d'année 2018. C'est-à-dire que nous le faisons actuellement, rencontrer chacune des branches professionnels qui œuvrent sur notre territoire, du bâtiment à l'industrie, en passant par le sanitaire et social, ou le transport et la logistique. Et nous allons négocier avec chacune de ces branches un certain nombre d'ambitions que nous allons partager. Mais bien entendu, nous allons extraire de ces deux documents des priorités, à la fois économiques et de formation, et qui seront déclinées en fonction des spécificités de chacune des branches, et on aura effectivement une mobilisation très concrète et très opérationnelle, une déclinaison très concrète et très opérationnelle de ces deux exercices stratégiques avec chacune des branches, à partir d'un constat qui est que l'argent public se faisant rare, nous avons besoin de le mobiliser le plus efficacement possible, et que c'est dans cette approche au plus près des besoins des territoires et des entreprises que nous le faisons actuellement. Alors bien entendu, très rapidement sur la question de l'économie, comme ça je reviendrai après sur la question de l'entrée sur Dunkerque. Bien entendu, on a des grandes orientations de développement économique et on va bien... Vous allez voir assez facilement comment on peut croiser avec les préoccupations qui nous concernent aujourd'hui à Dunkerque la troisième révolution industrielle maritime et agricole, qui est un sujet qui a été développé dans le mandat précédent, mais qui a été aussi très très bien approprié par le nouvel exécutif. Une région qui est au centre d'un hub logistique. Alors là, si on n'est pas sur le sujet du port, je ne sais pas où on le sera. Bien entendu que cette porte d'entrée sur l'Europe, avec un développement des formations au niveau universitaire, sera également fait partie des 5 dynamiques.
Et puis, je l'évoquais tout à l'heure aussi, la question d'une région fortement concernée par les questions de la santé, du service à la personne. Et donc, la région a pour ambition de devenir leader, d'ailleurs, sur ce secteur de la silver economy. Et enfin, tout ce qui concerne la région et le lien avec les industries qui créent de la richesse. Donc ça se décline par un certain nombre de plans qui vont de l'accompagnement de la création d'entreprises, bien entendu, à des actions liées à l'emploi et sur le territoire. Sur la partie du contrat de plan de développement de la formation professionnelle, nos priorités vont également de la lutte contre le décrochage, et ça c'est quelque chose sur lequel je reviendrai, parce qu'un projet comme celui du développement de Dunkerque ne peut pas se faire en laissant de côté une partie de notre population qui serait aujourd'hui la plus éloignée de l'emploi. Donc ce travail de lutte contre le décrochage scolaire, c'est ce qui va permettre à des jeunes de rester le plus longtemps accrochés à la formation initiale, puisque toutes les études montrent que, à la fois, il n'y a pas de formation continue tout au long de la vie sans une solide base en matière de formation initiale, donc il ne faut pas décrocher du système de formation initiale, et montre également que le ratio en termes de facilité d'accès à l'emploi entre quelqu'un qui n'a aucun diplôme et celui qui a un premier niveau de diplôme est un ratio de 1 à 7. Il est 7 fois plus facile de trouver un emploi quand on a même un premier niveau de certification que quand on n'en a pas du tout. Donc là, il y a un vrai enjeu. Il y a un gros enjeu en matière d'orientation. Comment j'informe les personnes et leurs familles, les jeunes et leurs familles, ou les moins jeunes qui doivent se reformer, se recycler, comment je les informe de ce que sera demain le tissu économique en matière d'emploi. Là, il y a un vrai enjeu en termes d'orientation. Et comme le contrat que j'évoquais tout à l'heure porte le haut de orientation, dans un projet comme celui de Dunkerque, même s'il est à 10 ans, ça veut dire que les personnes qui sont potentiellement concernées par les emplois de demain sont encore au collège aujourd'hui, et qu'il est extrêmement important pour la région d'éclairer les choix en se disant, voilà, il y a un projet structurant qui est mis en place aujourd'hui, eh bien, pour vous qui intégrerez le monde dans l'emploi dans 5, 6, 10 ans, eh bien, voilà les emplois sur Dunkerque qui sont concernés, voilà les niveaux de qualification qui sont attendus. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur tous les éléments, mais vous voyez bien que, à la fois sur ces sujets d'orientation, de lutte contre le décrochage, mais également sur des questions d'alternance, puisque la région a la compétence dans le domaine de l'apprentissage, eh bien, nous allons pouvoir, et jusqu'à la formation des demandeurs d'emploi, dont nous avons la responsabilité en termes de planification, eh bien, on voit bien que, quel que soit le bout par lequel on va prendre le sujet de la formation, la région est impactée, et c'est elle qui doit organiser sur son territoire cette carte des formations, toutes voies de formation confondues. Et puis je terminerai aussi sur cette question des objectifs du CPRDFOP en se disant que ça n'est dans notre esprit et dans l'esprit de la vice-présidente et du président pas en ne mobilisant que les dispositifs classiques de formation que nous arriverons à relever les défis de demain, mais aussi en innovant sur la formation, en utilisant le vecteur numérique comme étant un vecteur d'accès, de simplification d'accès à la formation. Donc il y a tout un travail qui sera fait dans ce cadre-là, dans le cadre du contrat de plan. Ce qui veut dire qu'en termes de présentation, la direction de la formation professionnelle, en fait, a deux grands objets. Un qui est stratégique, d'éclairer sur ces contrats, c'est d'ailleurs à cet endroit que s'est élaboré ce contrat de plan, d'éclairer avec les questions liées à l'observation du monde économique et de l'emploi et de la formation, les décisions des acteurs publics pour, par exemple, très concrètement, ouvrir ou fermer des sections, en tout cas apporter notre contribution auprès du rectorat quand il s'agit de formation initiale sous statut scolaire. C'est aussi éclairer les décisions d'ouverture ou de fermeture, de création ou de suppression de formation en apprentissage. Là, nous avons la pleine compétence. La région a la pleine compétence, mais elle ne le fait pas seule. Elle le fait avec les partenaires sociaux, mais c'est elle qui décide. Et puis, bien entendu, il y a tout le volet de la formation des actifs, principalement inoccupés, donc en gros les demandeurs d'emploi. Donc, nous créons cette carte de formation, nous nous dotons d'une offre de formation qui corresponde à ces besoins exprimés sur le territoire. Et puis, dans une moindre mesure, nous pouvons aussi également accompagner des entreprises, soit qui se développent, soit,
Et c'est dans un certain nombre de cas qui sont dans des phases de transition d'activité, pour dire ça très pudiquement. Mais en tout cas, vous voyez bien que de la formation initiale, je suis en collège, je cherche à savoir vers quoi je vais m'orienter. J'ai 45 ans, 25 ans de carrière, je dois changer d'activité. Eh bien, la région est en pleine responsabilité pour éclairer les choix et structurer une offre de formation, et que cette responsabilité se fait au niveau donc de la direction de la formation professionnelle en lien étroit avec le tissu économique, puisque les deux schémas que j'ai évoqués jusqu'à présent vont se faire dans le cadre d'une négociation branche par branche, en se disant, dans le transport, quel est le problème, par quel bout je veux le prendre, quels sont les enjeux pour demain dans la logistique, dans l'industrie, et à chaque fois avec cette approche croisée. La notion de contrat de branche, en fait, c'est chacune des branches qui va s'approprier ce dont elle a besoin, ce qu'elle souhaite développer pour son propre secteur, en puisant ses sources dans ses propres orientations et en le croisant avec les orientations de la région sur les deux exercices. Ce qui fait que ça va être extrêmement concret en termes de mesures et surtout en termes de mobilisation de moyens. C'est-à-dire que nous pourrons aller ensemble avec les branches professionnelles concernées, financer de la formation pour des demandeurs d'emploi, pour des salariés, mais on aura une approche cohérente sur un bassin, et que si on veut encore aller plus finement et très concrètement avec des entreprises, une par une entreprise appartient par définition à une branche, et bien quand la région est sollicitée par cette entreprise, elle se raccrochera à la thématique de l'entreprise, à ses spécificités, mais également en le mettant en cohérence avec les accords de branche qui concernent cette entreprise, et on voit bien qu'il y a une cohérence globale entre le schéma stratégique, l'action au quotidien. En tout cas, la région, sur ce champ de compétences, va se positionner dans les années à venir, et elle a commencé à le faire sur cette entrée extrêmement structurante, sans oublier, je vous dis, la question de l'orientation professionnelle qui est pour nous primordiale, jusqu'à la qualification des personnes, et en faisant en sorte également que dans son développement économique, personne ne soit oublié, et que, y compris les personnes les plus éloignées, on a d'énormes enjeux à relever, par exemple en matière d'illettrisme dans notre région. On ne peut pas considérer qu'un chantier comme celui du futur port de Dunkerque laisse de côté des personnes qui sont concernées. Donc ça veut dire qu'en termes d'anticipation, nous devons nous positionner suffisamment en amont. Et peut-être pour terminer ces propos introductifs, dire que vous avez abordé la question de la temporalité. Compte tenu du délai du démarrage du chantier, compte tenu de l'échéance qui est prévue, aujourd'hui, nous sommes tout à fait en capacité d'anticiper les choses, y compris pour la formation initiale, pour l'orientation, pour la formation continue. C'est beaucoup plus, en théorie, simple de travailler dans ce calendrier-là, puisque c'est compatible avec les délais d'ouverture de sections, de création de formation, plutôt que de nous dire, dans 15 jours, j'aurai besoin de 17 personnes avec tel type de compétences, où là, c'est beaucoup plus difficile à anticiper. Cela dit, c'est pas parce qu'on est dans un pas de temps qui n'est pas contraint, qu'on a la possibilité, qu'on a la manœuvre, qu'on ne peut pas, si on y prend garde, passer à côté des choses essentielles là-dessus pour autant. Donc, l'engagement que le président prend et que je porte auprès de vous aujourd'hui, c'est celui de dire, nous allons nous associer à toutes les étapes du projet pour capter le maximum d'informations sur ce qu'il est nécessaire de faire pour adapter les compétences existantes ou celles qui seront disponibles demain, pour essayer de faire en sorte que le maximum de personnes puissent être intéressées par les métiers qui seront concernés demain sur un territoire, puisque là il s'agit d'un projet de territoire. Donc nous y serons extrêmement vigilants pour pouvoir prendre les dispositions nécessaires pour adapter cette offre d'orientation et de formation. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire comme propos introductif. Nous sommes dans notre champ de compétences, nous sommes dans notre champ d'intérêt, nous avons les moyens de nous associer à ce projet.
pour relever ce défi important. Il y en a plusieurs autres d'ailleurs de même ampleur dans la région, et bien entendu aujourd'hui on parlera de Dunkerque, mais lorsque l'on rencontre l'industrie automobile à Valenciennes, Calais-sur-le-Port ou d'autres projets de cette envergure, nous sommes dans la même posture. Très bien, merci beaucoup pour cet exposé très, très clair. On voit bien que tout semble bien en place pour répondre à un défi tel que celui qui est posé par celui du port de Dunkerque. Vous avez déjà dans votre carte de formation des formations en logistique, manutention. Est-ce que vous pensez qu'il y aura beaucoup d'efforts à faire? Est-ce que vous avez déjà un petit peu évalué les futurs besoins ou pas encore? Est-ce qu'on est trop en amont? Alors aujourd'hui, l'offre de formation de la région est constituée, il y a 3 grands piliers que j'évoquais un petit peu tout à l'heure. Il y a la formation initiale sous statut scolaire, donc il y a la formation en apprentissage et il y a la formation continue des actifs. J'entends formation continue des actifs parce que pour moi, je préfère le présenter de cette manière-là que de dire des demandeurs d'emploi, surtout quand on raisonne sur des pas de temps à 5 ans. On est tous potentiellement salariés ou demandeurs d'emploi sur un pas de temps de cette ampleur-là. Donc, formation des actifs. Alors, oui, nous avons, par exemple, pour tout ce qui concerne la logistique, on a une offre de formation dans les lycées. On a une offre de formation en apprentissage et on vient de se doter dans le programme régional de formation à destination des actifs d'une offre de formation aussi. On a repéré les organismes de formation qui sont en capacité de délivrer les certifications utiles, nécessaires, identifiées par les professions et par les entreprises pour pouvoir travailler. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Cette offre de formation est une offre de formation certifiante et qualifiante. C'est fini le temps où nous faisions passer des personnes sur des actions de formation et où elles ressortaient avec un certain savoir-faire, dans un certain nombre de cas attestés par l'organisme de formation. Là, on n'est plus dans cette logique-là. Toutes les formations qui sont délivrées par la région sont inscrites dans ce qu'on appelle le répertoire national des compétences professionnelles, le RNCP, c'est-à-dire qu'elles sont reconnues, transférables d'une entreprise à une autre, qu'elles sont accessoirement éligibles au compte personnel de formation, puisqu'on est bien dans la logique d'accompagnement des parcours individuels. La loi de 2014 a renforcé cette notion du droit individuel à la formation, donc en fixant à l'offre de formation des objectifs qualitatifs. Donc nous avons mis des contraintes pour les organismes qui travailleront avec des financements régionaux en termes de qualité, qui sont des contraintes fixées par décret, et nous avons mis des contraintes en termes de délivrance. Donc nous avons une capacité nous avons identifié d'ores et déjà tous les organismes qui sont en capacité de répondre. Je sais aussi que donc dans les outils de formation, si je me fie qu'à la formation des actifs, par exemple, nous avons fait un choix d'un véhicule juridique. Alors c'est un peu technique, c'est un marché à bon de commande sans mini-maxi. Ça veut dire qu'en fait, on a identifié des organismes qui sont capables de faire. Et si j'ai besoin de former 10 personnes à tel moment, je passe un bon de commande pour 10. Si j'en ai pas besoin, j'en passe pas. Si j'en ai besoin de 100, je peux en passer un bon de commande pour 100. C'est pas quand même un puits sans fond, parce qu'il y a quand même des limites budgétaires à tous ces exercices, vous vous en doutez. Mais on a à la fois des formations qui correspondent aux besoins. Elles sont certifiantes pour répondre aux attentes des publics et elles sont mobilisables de manière très souple vis-à-vis des organismes de formation, par rapport aux organismes de formation que nous avons référencés. Ça, c'est le système le plus souple. En formation, en apprentissage, comme nous sommes en capacité d'ouvrir et de fermer des sections, on a aussi cette capacité de se doter d'une offre qui est calibrée en fonction des besoins. La réactivité est quand même un peu comme sur la formation initiale à l'année. Bon. Et si on est sur formation initiale sous statut scolaire, on peut même considérer que le pas de temps est un tout petit peu plus long, puisque, pour reprendre une image maritime, puisqu'on est à Dunkerque, le paquebot est un petit peu plus lourd à faire manœuvrer. Donc d'un côté, j'ai un Zodiac que je peux faire tourner à peu près rapidement. De l'autre côté, j'ai un supertanker. Il me faut un peu plus d'espace pour le manœuvrer, mais ça n'empêche qu'on est quand même à la commande de ces 3 types d'embarcations.
le dernier point que je voudrais aborder pour répondre à votre question, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on sait ce dont on a besoin, ce qu'on pense avoir besoin. Dans 10 ans, ce sont forcément des métiers qui vont énormément changer. Donc, il faut également que nous soyons vigilants pour faire en sorte que ces organismes de formation ou ces structures d'apprentissage adaptent leur référentiel de formation en fonction de ces besoins qui vont évoluer. Donc, potentiellement, on peut le faire, c'est tout à fait possible, et on a demandé aux organismes de formation d'être aussi dans cette veille permanente d'évolution. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de formation à distance numérique, etc., pour adapter les contenus pédagogiques à des choses qui vont probablement changer, dont on ne mesure parfois même pas aujourd'hui tous les tenants, tous les aboutissants. Par exemple, alors c'est pas tout à fait sur le port de Dunkerque, mais sur un projet qui nous est cher, celui du canal Seine-Nord, qui est aussi un métier qui concerne, qui impacte des métiers de la logistique. Eh bien, un certain nombre d'entreprises commencent à se dire que quand on transporte une marchandise d'un point A à un point B en camion, ben voilà, le produit rentre dans le camion, il ressort dans le même état à la fin du camion, normalement. Par contre, le transport doux, qui est celui par le canal, par exemple, est un transport qui permet de transformer le produit, le packager, le faire des choses comme ça. Donc il y a une transformation du produit, un gain de temps, même si le trajet est un peu plus long. Voilà. Donc il y a une réflexion qui est en cours. Et la personne en charge de la logistique va devoir traiter peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans des éléments qui sont aujourd'hui au stade de la recherche et qui sont même pas encore en termes de balbutiement en matière de formation pour le coup. Donc, une capacité à faire, mais une capacité surtout à s'adapter. C'est ce qu'il faudra qu'on puisse relever aussi comme défi dans les années à venir. Mais vous êtes allé juste au-devant de la question que j'allais vous poser. C'est justement, puisqu'on parle de projets qui pensent loin et qu'on est dans un contexte éminemment évolutif. Enfin, toutes les auditions qu'on a eues aujourd'hui soulignent l'importance des changements technologiques sur les métiers et sur l'activité. À quel endroit ou comment se fait ce travail de mise en cohérence des référentiels de compétences finalement et des référentiels de contenu pédagogique et de formation? Alors c'est une question qui est intéressante. Aujourd'hui en France, c'est un sujet qui est éminemment régalien au sens national du terme. C'est-à-dire que on est extrêmement attaché au fait que des commissions paritaires avec des professionnels qui rencontrent des professionnels de l'enseignement et qui adaptent régulièrement les référentiels de formation à des réalités techniques. Donc ça se fait dans ces commissions-là, pour ce qui concerne les titres essentiellement de l'éducation nationale. Ça se fait dans des commissions paritaires ad hoc pour les titres du ministère du Travail. Et puis, alors c'est un peu moins concerné, mais par exemple, on a aussi des commissions dédiées pour les diplômes de l'agriculture et de la pêche. Donc, voilà. Donc, pour vous illustrer ce propos, il y a 3 ans maintenant, quand on rentrait sur un diplôme de BTS de maintenance industrielle, on faisait de la maintenance industrielle relativement, entre guillemets, classique, mais avec de l'hydraulique, de l'électricité, etc. Ce référentiel a été réformé, puisque c'est bientôt on dira transformé, mais là pour l'instant on dit encore réformé. Hein. Donc dans le domaine, pour tenir compte des technologies nouvelles, parmi ces technologie nouvelle, il y a celle de l'éolienne. Donc maintenant, il y a une option en BTS maintenance industrielle, maintenance éolienne. Il y a un contenu pédagogique qu'il est possible de choisir quand on rentre en BTS pour aller plutôt vers tel type de métier. Ça s'est fait parce que les professionnels du domaine se sont rapprochés des professionnels de l'éducation nationale. Ça, c'est un premier niveau qui est, je vous disais, régalien au niveau de l'État. Il y a également une possibilité de ce qu'on appelle colorer les diplômes ou les certifications en fonction d'une thématique particulière. C'est-à-dire que vous préparez Monsieur Dupont ou Madame Durand à tel type de CAP, Bac Pro, BTS, peu importe.
Ça peut être quelque chose dans le domaine, par exemple, des installations sanitaires et thermiques, et vous allez colorer cette formation-là en faisant travailler les personnes sur des pompes à chaleur, sur des chaudières bois, sur des choses comme ça. Donc, ils font quand même de la soudure, du réglage, de la température, mais ils utilisent des sujets, y compris jusque des sujets d'examen, qui sont adaptés à ce que rencontreront demain les personnes qui travaillent sur le marché de l'emploi. Cette coloration, c'est jusqu'à 20% du référentiel professionnel qui peut être coloré de la sorte. Donc ça veut dire que c'est pas à la marge. Je ne vois pas dans un coin quelque chose que j'approche pas. Ça peut aller jusqu'à avoir, lors de l'examen, de la validation, quelle que soit la forme de l'examen, des choses autour de ça. Ça peut se faire au niveau local. Ça se discute, c'est au niveau du rectorat. Donc, et puis, au plus fin de la chaîne, donc là, ça concerne les diplômes concernés. Et puis, à côté de ça, on a aussi la possibilité, quand on offre, par exemple, la formation commande une action de formation, elle identifie des organismes, par exemple dans le domaine de la logistique. Et si aujourd'hui j'ai un produit qui est adapté à ma demande, mais je peux très bien, au moment où je passe mon bon de commande pour 15 personnes, là je rentre carrément à l'autre bout, hein. J'étais parti du référentiel national, mais j'ai 15 personnes qui ont besoin d'être soudeurs à tel endroit, eh bien je vais, au moment de passer la commande, avec l'organisme que j'ai identifié comme un organisme qui sait apprendre quelqu'un à souder, de dire, moi pour ces 15-là, j'ai besoin qu'ils fassent de l'inox dans telles conditions et avec telles conditions, par exemple, de travail horaire. J'ai besoin de faire de la maintenance, mais en respectant des règles de temporalité. J'illustre pour que vous voyez que ce ne soit pas simplement de la théorie. On travaille à Valenciennes avec des opérateurs dans le domaine de l'automobile. Ils constatent que les gens sont tout à fait adaptés à faire les métiers, mais ils ne sont pas habitués à faire les 3-8 ou à faire des horaires postés et à faire des stations debout 7 heures par jour. Eh bien, on a fait la formation, on fait la formation préparatoire et on a demandé à l'organisme de formation, le on étant la région qui paye, mais aussi l'entreprise qui recrute derrière, de dire, testons de faire la formation sous forme de 3-8 pour voir qui arrive à se lever, à se déplacer, etc. Faisons la formation avec des stations debout prolongées pour que la personne qui a réellement des difficultés y soit confrontée et ne se retrouve pas en situation d'échec après avoir fait la formation. Donc ça, c'est à l'autre bout de la chaîne, une manière d'adapter très concrètement une formation. À la fin, j'ai toujours le diplôme, j'ai toujours la certification, j'ai tout ça, mais je l'aurai exercé dans des conditions différentes où cette formation aura des contenus adaptés. Ça, nous pouvons le faire. Donc vous nous avez expliqué de manière très claire, je trouve, tout le travail dont on sent bien le centrage, vraiment sur l'emploi et sur, en termes de modalité, une approche à la fin très concrète, enfin très, très adaptée. Voilà. Et donc l'unité de base, c'est la branche. Vous négociez avec, vous travaillez avec chaque branche, ces 2 documents, un contrat de formation et de développement. Concernant donc les activités qui vont être impactées, en tout cas qui sont directement concernées par le projet de Dunkerque, c'est quelles sont les branches auxquelles vous vous adressez finalement? C'était pas prévu, mais j'attendais votre question, donc j'avais préparé. Donc, alors pourquoi on travaille avec la branche? D'abord, avant de savoir quelle branche peut être impactée, parce qu'on a la volonté de travailler avec des acteurs qui ont des moyens d'agir avec nous. Et c'est au niveau de la branche qu'un certain nombre de moyens de la formation professionnelle, c'est les orientations qui sont prises par exemple pour les OPCA, se décident. Donc, le président avait vraiment insisté, et la vice-présidente, sur le fait qu'on discute et on signe avec des personnes qui peuvent mettre sur la table des éléments de moyens et pas simplement qui viennent nous dire ce qu'il serait bon que nous puissions faire pour répondre à leurs attentes. Et la branche est l'échelon le plus pertinent, je ne dis pas que c'est l'idéal dans l'absolu, mais en tout cas c'est celui qui est le plus pertinent parce que c'est là que se décide la mobilisation d'un certain nombre de moyens.
Et c'est donc une volonté vraiment assumée que d'avoir cette approche-là. Ce qui n'empêche pas d'avoir des discussions sur d'autres approches un peu plus fines. Quand on a, par exemple, sur des métiers spécifiques comme les métiers de bouche, c'est pas une branche en tant que telle. Mais on peut mettre en place des actions qui découlent d'une orientation de branche plutôt sur les métiers artisanaux et de se dire, il y a un sujet sur la boucherie, à ce moment-là, on rencontre les acteurs de la boucherie et on fait le sujet sur la boucherie. Alors, deuxième partie de la question, quelles sont les branches qui potentiellement peuvent être concernées? Vous voyez ici ce que l'on a aujourd'hui identifié comme étant les principaux contrats. Donc, il y en a 13 ou 14 selon qu'on sépare le gardiennage de la propriété, parce que c'est un petit peu différent, et de la sécurité. Mais en gros, on voit bien que sur ces 13 ou 14 accords, eh bien, celui qui recoupe la dynamique stratégique du SRDE, notamment le hub transport logistique, est un élément qui va être central. Bien entendu, il y aura de manière de manière très très concernée, il peut y avoir tout ce qui concerne les activités qui sont liées aux bâtiments et aux travaux publics, parce que sur un chantier comme ça, et je ne me limite pas simplement à la question de la construction, mais même derrière, il y a de la maintenance des infrastructures. Donc la question des bâtiments, du travail autour de l'énergie, de la branche de l'énergie et du recyclage est primordiale à mon sens. Il y aura forcément aussi des éléments autour de l'industrie mécanique ferroviaire. La question, je l'évoquais tout à l'heure, du gardiennage et de la sécurité. Quand on travaille sur un port, donc qui est une porte d'entrée ou une porte de sortie, ou les deux d'ailleurs, puisque c'est dans les deux sens, les questions de sécurité sont essentielles. Bon. Et puis je pense que par effet induit, la branche, par exemple, du tourisme, du loisir et de l'hôtellerie va être impactée. L'idéal, c'est que cette activité liée au port crée une attractivité, une vie locale qui se traduira forcément par une activité de tourisme, d'hôtellerie, de restauration, bien entendu. Donc il y a des choses qui sont directement liées à l'activité, transport logistique, etc., et des choses qui sont plus induites par cette activité. Et donc, dans les contrats de branche que nous aurons signés d'ici la fin, on retrouvera, tel que je vous l'ai montré là, on aura des interlocuteurs sur chacun de ces secteurs-là. Oui, ça, ce sont les 13... Sur chacun des 13 Sur chacun des 13. Est-ce qu'à l'intérieur des 13, par exemple, vous avez transport, logistique, commerce, vous aurez aussi une spécialisation, je veux dire, transport, logistique, commerce, ou bien ça sera... Il faut faire la différence entre le contrat de branche qui est... La branche, c'est un ensemble de thématiques. Il y a une branche du transport, il y a une branche de la logistique. On les a regroupés dans le contrat parce qu'il y avait c'est eux-mêmes qui ont, dans des travaux préparatoires, qui nous ont dit, voilà, nous on a 80% d'intersections communes sur des choses sur lesquelles on peut se retrouver, et 20%, alors je dis 80-20 parce que c'est la règle traditionnellement, mais bon, voilà. Mais derrière, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, nous pouvons descendre, je vous ai cité l'exemple des bouchers, mais on pourrait faire la même chose sur le transport, la logistique et le commerce. Je n'ai pas parlé de l'agriculture et de la pêche, mais probablement que le volet pêche, même si je ne suis pas un spécialiste de la chose, serait impacté par ne serait-ce que sûrement les zones, peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être des discussions à avoir, et on peut avoir une discussion avec les acteurs de la pêche, indépendamment de ceux des producteurs de betteraves ou de pommes de terre qui seront moins impactés par le projet. Moi, je vais rebondir sur la question des branches. Ce matin, nous avons auditionné un spécialiste des métiers de la logistique. Il en découle que les métiers de la manutention sont des métiers qui sont difficiles, qui sont souvent pénibles, avec des enjeux souvent importants en termes de santé au travail. Et ces métiers, ce qui a découlé de cette audition, c'est que ce sont des métiers qui pouvaient être attractifs si on pouvait proposer une perspective de carrière à ces personnes. Donc les métiers de la logistique n'offrent souvent assez peu de perspectives de carrière. Donc une manière de rendre attractifs ces métiers, ce serait de pouvoir en sortir en fait, et de sortir de la branche de la logistique. Donc que peut faire la région pour ça ?
Alors, j'évoquais tout à l'heure le fait qu'on parle de formation tout au long de la vie. Formation tout au long de la vie, c'est à la fois ce que l'on acquiert au départ comme compétences générales à l'école, etc., ce que l'on acquiert pour travailler dans un domaine à un moment donné, et surtout ce que l'on est en capacité de faire pour évoluer tout au long de sa carrière, y compris en changeant. Alors, soit de manière choisie, ce qui est toujours mieux, soit de manière moins choisie, mais si on s'y prépare, c'est moins grave que si on ne s'y prépare pas. Donc on a ces enjeux autour de la formation tout au long de la vie. Vous me posez la question de comment la région peut contribuer à cette anticipation de deux manières. D'abord, dans le domaine de l'orientation tout au long de la vie. C'est une question tout au long de la vie, l'orientation. C'est plus simplement une question en fin de troisième et peut-être des fois en fin de terminale. Donc, en faisant en sorte qu'elle dote les familles et tous les acteurs du territoire d'une bonne connaissance de ce qui s'y fait pour se projeter. Le deuxième élément, c'est de favoriser justement le fait que des programmes de formation soient accessibles à des salariés hors temps de travail. C'est-à-dire que quand je suis en situation de travail, on a assez facilement en mémoire le CNAM, parce que ça c'est la partie la plus visible, mais c'est un petit peu cette idée-là, de se dire, on a aussi des possibilités de permettre à des gens de se former, parce que cette transition ne se fera que en adaptant les compétences, donc en se formant, d'où la nécessité, comme je le disais tout à l'heure, de développer les questions autour des formations à distance, du numérique, les fameuses MOOC, tout ce qui est en capacité de se former quand on en a la possibilité seul, pour se préparer. Et puis, il y a un élément qui est extrêmement aussi important, qui n'est pas récent, mais qui demande encore à se développer, c'est ce qu'on appelle la validation des acquis de l'expérience. Aujourd'hui, la région a tout un dispositif d'accompagnement pour une personne qui, parce qu'elle aura travaillé 10 ans, maintenant c'est 10 ans, mais ça peut être puisque la validation des acquis, maintenant, on peut l'envisager non plus au bout de 3 ans, mais au bout d'une année. En tout cas, l'idée, c'est de dire, j'ai acquis des compétences pendant cette période-là. Eh bien, ces compétences-là, dans quel autre métier je vais pouvoir les retrouver? Ou qu'est-ce qu'il me manque? Peut-être que je vais en avoir 10% ou 80% d'un autre métier. Bon. Donc, la région peut accompagner par l'orientation, peut accompagner par la formation hors temps de travail, peut accompagner par la validation des acquis de l'expérience. C'est un ensemble, c'est pas, ça permet à chacun d'être au plus près de faire le bon choix et d'être prêt à y rentrer. Et je pense que nous devons... Ça se heurte quand même à une petite difficulté. Je ne suis pas en train de vous dépeindre un panneau idyllique, parce que c'est vrai que les entreprises, et probablement que l'acteur de la profession disait ce matin, on a du mal à recruter parce que c'est pénible et que les gens ont envie de partir. Mais je pense que si des branches qui sont concernées par ces problèmes-là, parce qu'il n'y a pas que la logistique, le poser comme une vraie question en se disant, je moi-même mobilise mes moyens pour faire en sorte que si l'espérance de vie professionnelle dans mon secteur, pour prendre cette expression-là, est de 10 ans, qu'est-ce que je fais pendant 10 ans des salariés? Est-ce que j'attends qu'ils soient au bout du rouleau ou est-ce que je les anticipe? Est-ce que les moyens que je peux mettre en matière de formation avec les OPCA sont bien centrés sur les mêmes problématiques? Si oui, je peux me retrouver aux côtés de la région pour avoir des réponses concertées. Et on est typiquement dans une déclinaison potentielle d'un contrat de branche, parce qu'il y a une particularité précise. Nous finançons, par exemple, aujourd'hui, l'accompagnement, parce que la VAE, c'est bien beau, mais ça ne se fait pas tout seul. Il y a besoin d'un accompagnement, donc ça a un coût. Nous finançons les coûts d'accompagnement des personnes pour la validation des acquis, y compris d'ailleurs s'ils sont en situation d'être salariés. Puisque, souvent, quand on veut faire des formations comme ça, soit hors temps de travail, soit en VAE, on ne le dit pas à son employeur, parce qu'on n'a pas envie d'être identifié comme quelqu'un qui veut partir. C'est un peu cru ce que je dis, mais dans la vraie vie, c'est quand même comme ça. Donc, si on part du principe que ce n'est plus un sujet tabou, qu'il y a un deal en disant « je serre une branche pendant tant de temps et après, cette branche m'accompagne », si la branche a cette image-là, elle aura moins de mal à attirer des personnes et elle raisonnera en flux de personnes qui y passent et non plus en stock que je garde et que je ne garde pas quand il est plus opérationnel. Sur le territoire, est-ce que vous avez des partenaires aussi plus proches, à Dunkerque par exemple?
Alors, sur chaque territoire, mais à Dunkerque en particulier, nous avons... Alors d'abord, on a des micro-capteurs locaux, hein, puisque si je vous parle que de la direction de la formation professionnelle, nous avons une antenne, en tout cas des agents de la direction qui sont implantés sur le territoire et qui travaillent au quotidien sur ces questions-là, donc qui jouent à la fois un rôle de... c'est un peu comme les synapses et les neurones, donc ils captent de l'information et ils la transmettent pour qu'elle se transforme en décision, mais aussi elle transforme l'information au plus près du territoire. Donc on a une équipe de personnes qui sont en contact permanent avec les forces économiques localement. Les partenariats, nous avons nos partenariats locaux avec des institutions, Pôle emploi, avec les Cap emploi pour les travailleurs handicapés, etc. Le tout se retrouve aujourd'hui d'ailleurs dans le cadre de ce qu'on appelle, c'est pas du russe, mais ça s'appelle SPELOF, Service public pour l'emploi locaux et pour l'orientation. Oui. Donc sous une coprésidence État-région, donc sous-préfet, un élu régional, et les acteurs que j'évoquais tout à l'heure, donc ça peut être les missions locales, ça peut être un des CFA, etc., se retrouvent et traitent des questions extrêmement pragmatiques. J'ai une rentrée en apprentissage, j'ai une section, il y a 17 places, j'ai que 7 candidats, j'ai plus voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on mobilise des moyens concrètement? Donc ça se fait dans le cadre de ces services publics, donc on rend des comptes et c'est piloté. Et puis ensuite, on a aussi un dispositif qui a été voulu par le président qui s'appelle Proche Emploi, qui permet aussi d'aller capter des emplois qui sont dits masqués, hein, donc avec une démarche proactive de gens qui vont dans des entreprises, donc qui se créent leur propre réseau, qui font des circuits courts en matière de mise en relation. Ça se fait en partenariat, bien entendu, dans le cadre d'une convention avec Pôle emploi. Hein, malgré tout ce qu'on entend, c'est quand même encadré. Et puis, en termes de partenariat avec les organismes de formation, dans la carte des formations que j'évoquais tout à l'heure, les lycées professionnels, qui sont accessoirement propriété de la région et qui se développent grâce à la région en termes d'investissement, hein, sont nos partenaires. Les CFA, il y a un certain nombre de CFA qui sont présents sur le territoire. Il y a des organismes structurants comme l'AFPA qui est également présente. Donc nous sommes... on ne s'immisce pas dans la gestion de ces organismes-là, sauf les lycées, puisqu'on est quand même un peu chez nous. Mais c'est-à-dire que ce sont des partenaires au quotidien. Et si nous observions des trous dans la raquette alors, aujourd'hui, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit de cette nature-là, mais quoique, quand on a une entreprise comme Team qui a subi un peu de difficultés récemment sur le territoire, il a fallu accompagner les personnes. On n'avait pas forcément les réponses de formation sur le territoire. On s'est vu avec l'OPCA de la métallurgie qui était là. On a trouvé des solutions pour répondre à ces problématiques-là. Donc oui, il y a des partenaires, il y a des acteurs locaux. Nous sommes en contact régulier. On s'est organisé pour soit de manière institutionnelle avec les SPELOF, soit avec nos antennes pour être en capacité de réagir. Alors parfois on agit directement, parfois c'est plus de l'influence, mais dans les deux cas on est présent. Je reviens sur la question des référentiels de compétences dont vous m'avez expliqué que voilà, ça se passait de manière centralisée, etc. Comment les régions, enfin, je pense vraiment à la question des métiers logistiques, les métiers des ports, par exemple. Comment on organise la coopération, enfin, comment la voix de la région est portée, enfin, comment vous parlez de Dunkerque, quoi, là où vous êtes dans ces instances? Alors d'abord, les instances sur ce sujet-là, il y en a une qui est importante dans toutes les régions et donc en région Hauts-de-France, c'est le CREFOP, hein, c'est-à-dire l'instance où on retrouve les partenaires sociaux et l'État, la région. Et c'est dans cette instance-là, Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle, que naissent un certain nombre de thématiques, hein, qui sont évoquées. Donc, concrètement, la région co-préside, le CREFOP, peut mettre des sujets à l'ordre du jour. Elle peut le confier
très concrètement à des commissions. Il y a des commissions emploi, des commissions formation, commissions apprentissage, commissions handicap. Enfin, il y a des commissions thématiques qui se positionnent et qui, les partenaires sociaux sont représentés par ce qu'on appelle la commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation, le COPAREF. D'accord ? Et c'est extrêmement important, le COPAREF, sur la question des référentiels de formation, puisque c'est ça qui nous a amené à ça, puisque, par exemple, aujourd'hui, j'étais encore au téléphone tout à l'heure, juste avant, c'était avec le président du COPAREF, en se disant, j'ai besoin que soit inscrit sur la liste des certifications tel ou tel diplôme qui n'existe pas actuellement en région, au titre de l'éligibilité au compte personnel de formation, ce qui veut dire que les actions de formation sont reconnues soit parce qu'elles sont sur une liste nationale, c'est le RNCP que j'évoquais, soit parce qu'elles sont sur des listes régionales, c'est-à-dire qu'on se dit, il n'y a peut-être pas besoin de ça partout, mais il y en a besoin chez nous, et donc je l'inscris sur cette liste. Et du coup, le titre devient éligible parce qu'il est inscrit sur la liste régionale Hauts-de-France. Ça, c'est le COPAREF qui en décide. Et il en décide parce qu'on a la région à solliciter via le CREFOP les acteurs de la profession. Donc ça, c'est du très concret. Ça, c'est un coup de téléphone, c'est une inscription à l'ordre du jour. Quelles sont les actions de formation ? La dernière en date, c'est celle que l'on a menée sur les habilitations nucléaires. Ces habilitations pour travailler dans le domaine du nucléaire, pour avoir ces habilitations-là, c'était pas éligible à la liste des formations éligibles au compte personnel de formation. Donc, ce n'était pas dans nos programmes, parce que le référentiel n'était pas prévu. On a dit, en région Hauts-de-France, c'est nécessaire. Il y a eu un travail qui a été fait, en phase d'inscription. Aujourd'hui, ces formations d'habilitation nucléaire, les partenaires sociaux les étudient et vont l'inscrire sur la liste régionale. Donc, il y a vraiment une... c'est extrêmement concret, hein, ces éléments-là. Et il y a toujours, au même titre qu'une région pourrait dire, moi, ce titre-là, ça ne m'intéresse pas de continuer à former des gens dans tel ou tel domaine, parce que ça ne débouche sur rien. Il y a voilà. Donc, on pourrait très bien aussi réorienter les fonds publics vers les formations qui débouchent, qui sont plus en lien avec l'emploi, par l'observation qui est faite au niveau de chacun des territoires. Donc on a des moyens d'action très, très concrets sur ces aspects-là. Le lieu, c'est le CREFOP, ses commissions, la COPAREF. Ça paraît beaucoup de sigles comme ça, mais quand on l'illustre avec des actions concrètes, comme je viens de vous le dire, ça se traduit par une personne sur un territoire peut se former aux habilitations électriques avec un financement public parce que les partenaires sociaux localement l'ont décidé. Oui, je vois que l'heure tourne, mais bon, on parle beaucoup en ce moment, enfin c'est le thème d'actualité, de repenser complètement le système de formation professionnelle. Enfin voilà. Alors bon, à l'horizon qui nous préoccupe, peut-être que d'autres réformes et d'autres idées auront fleuri, mais est-ce que vous entrevoyez des choses de nature à modifier un petit peu vos façons de faire Alors, ce qui est nouveau, c'est pas la réforme de la formation, parce que dans le domaine de la formation, il y a une réforme souvent. Donc, on commençait à s'inquiéter qu'il n'y en ait pas eu depuis 2 ans. Mais au-delà de la plaisanterie, il y a quand même un sujet quand même majeur pour le pays et pour la région en particulier. Les gros enjeux que l'on voit, c'est de se dire, et là ce sera intéressant de voir comment les choses vont évoluer dans le temps, c'est est-ce que l'on considère que la formation professionnelle dans son ensemble est un enjeu qui en soi justifie la création d'un service public vraiment organisé du style éducation nationale en tant que tel, parce que c'est un enjeu national, ou est-ce que on va plus loin? Donc en gros, est-ce qu'on recentralise, pour faire simple, ou est-ce qu'on va jusqu'au bout de la décentralisation et on considère que l'État doit avoir un rôle normatif, il doit fixer des normes en termes de qualité, il doit fixer des choses sur les référentiels, garantir qu'il y ait une égalité de traitement pour tous les citoyens sur l'ensemble du territoire national. Donc voilà, il reste dans son rôle là. Les partenaires sociaux ayant un rôle extrêmement important sur la manière dont on a besoin de
concevoir les diplômes, les titres, les contenus de formation, parce qu'ils sont au plus proche des entreprises. Donc là, ils pourraient aussi avoir une forme de rôle normatif sur ces contenus de formation qui sont essentiels. Et les régions pourraient très bien avoir du coup la responsabilité de mettre en place ces normes sur sur les territoires, donc sur les 13 régions, en tout cas métropolitaines actuelles, et de prendre la main en se disant c'est l'échelon le plus pertinent pour décliner la formation professionnelle en région, pour avoir cette réactivité-là. Donc, là, j'ai dessiné les deux extrêmes, en sachant que les régions, et moi en particulier, on est plutôt quand même sur défendre le modèle de second que j'ai présenté. On n'est pas à l'abri forcément d'une reprise en main de l'autre côté, mais ça, je n'ai pas encore de boule de cristal qui me permettra de dire ces enjeux-là. Mais c'est ça qui va se jouer demain. Là, on est au milieu du gué par rapport à la réforme de 2014. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même des choses qui sont absolument réaffirmées par le gouvernement actuellement, qui sont extrêmement importantes. C'est de se dire que les moyens de la formation doivent être mobilisés vers ceux qui en ont le plus besoin. Parce que ça, aujourd'hui, mon ratio de 1 à 7, il vaut aussi par... c'est celui qui est le plus formé qui accède le plus à la formation. Il accède un cadre dans une grande entreprise à 7 fois plus à la formation qu'un ouvrier non qualifié dans une PME, voire une toute petite entreprise. Bon, donc là, l'État est dans son rôle de se dire ça ne peut pas continuer comme ça, parce que là, on génère de l'exclusion à terme. Bon, mais charge aux régions sur ce paradigme-là de construire des réponses adaptées sur la base de qualifications dont les partenaires sociaux pourront être garants de la pertinence socio-économique. Eh bien, merci beaucoup pour cet exposé qui est à la fois très clair, très détaillé, très complet, et soyez sûr qu'il va alimenter des réflexions à venir, et notamment une réunion que nous organisons le 24 novembre. Je ne sais pas si vous pourrez être des nôtres donc sur la question de la formation. D'accord, merci. Voilà, merci beaucoup.